Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu débarques sur la chaîne et si tu ne connais pas encore le podcast de rien, eh bien laisse-moi t'expliquer qu'ici on parle d'investissement, de business et de réussite. On parle de manière très cash et on apprend ensemble pour aller vers le chemin qui te mène à plus de sérénité financière, à plus de liberté financière. Donc si tu es attiré par ce sujet, tu es au très bon endroit. Si tu as bien suivi et écouté ou visionné le dernier épisode de dimanche dernier, eh bien, tu sais qu'il est possible, en levant, 3 obstacles, de créer son business et notamment son side business. Donc il est possible, en trouvant des moyens, d'argent, les moyens financiers, en se créant, plus de temps et en ayant du temps à exploiter et en augmentant, ses connaissances notamment. Et puis, comme je te l'avais dit en fin d'épisode, l'idée d'aujourd'hui, c'est de te donner des exemples très concrets de business qui sont plutôt simples à mettre en place, de side business, donc de petits business qui peuvent te permettre de générer un petit revenu complémentaire en plus de l'activité, du travail que tu as déjà actuellement. Et tu vas voir, eh bien, il y a des choses très simples à mettre en place. Alors, le premier side business que tu vas pouvoir mettre en place très rapidement et qui est démultipliable à l'infini, c'est bien sûr le business de l'achat-revente. Alors, c'est très simple, comme son nom l'indique, tu vas acheter un produit pour espérer le revendre plus tard, d'ailleurs des fois peu de temps après, plus cher. Voilà. Donc bien évidemment, je vais te donner des exemples avec des produits, mais cela peut s'appliquer également avec l'achat-revente, je pense, de services. C'est, peut-être moins évident, en termes d'exemples. En tout cas, moi, ceux que j'ai vécu, que j'ai connus et avec lesquels je continue à faire, un petit peu de revenus, sont des business d'achat-revente, donc je vais te les décrire rapidement. Alors c'est très simple, hein, en fait, pour prendre un exemple très grossier, très caricatural, tu vas acheter, un vase, par exemple, que tu vas payer 10 €. Tu vas souhaiter et réussir à le vendre à 50 € quelques temps après, eh bien, tu auras réalisé, pardon, une marge et un bénéfice, de 40 €. Alors attention, je vois tout de suite les gens qui sont très méticuleux, qui vont me dire: «Ah mais non, c'est 40 € de marge, mais il y a pas de marge nette, tu vas pas forcément faire un bénéfice de 40 €. Certes, après pour les puristes, il va falloir regarder ce que tu dois enlever, comme charge pour atteindre ces 40 €. Donc dans notre cas, du vase et de l'achat revente, bah, il y a plein de petites choses à regarder. Déjà, il faut faire attention à tout ce qui va te coûter, dans le cadre de l'achat. Est-ce que tu vas dépenser, des frais si tu l'achètes à distance? Est-ce que tu vas avoir des frais, postaux, des frais de livraison? Donc dans quel cas, il faut que tu les inclues dans ton calcul. Et si tu achètes physiquement, tu vas avoir des frais pour, acheter l'objet. Donc tu vas avoir des frais de déplacement, tu vas payer de l'essence, tu vas peut-être payer une entrée à un vide-grenier ou quoi que ce soit. Et puis, tu vas aussi avoir le temps que tu y consacres, donc le déplacement va te coûter, je sais pas moi, une demi heure aller, une demi heure retour peut-être. Eh bien, il faut que tu évalues que, ce temps-là, il te coûte de l'argent quand même, hein. Donc, peut-être un bon système aussi, c'est de se dire, bah, si tu fais un déplacement qui te coûte 1 heure, combien 1 heure dans ton travail principal, dans ton activité principale te rapporte? Je te dis, totalement au hasard, si par exemple tu as, 1 heure d habituellement qui te rapporte 20 €. Bah, tu sais que le déplacement, il va falloir qu'il vaille le coup. Si tu te déplaces pour faire une marge de 2 €, peut-être que tu as gaspillé ton temps. Donc dans ce cas-là, il va falloir que tu te déplaces pour un produit où tu vas espérer une marge importante, ou bien là, il va falloir que tu démultiplies l'opération et que, bah, tu achètes plusieurs produits pour avoir plusieurs fois ce niveau de marge et aller chercher largement ton taux horaire habituel. Alors après, pour les plus hardcore, il va aussi avoir, toutes les petites fournitures qui vont te servir à ce business d'achat-revente. Tu vas acheter le produit, tu vas, le mettre sur une, plateforme ou peu importe, tu vas le vendre par différents moyens. Quand tu vas le vendre, c'est rare que tu le vendes de la main à main. Alors ça peut arriver, hein, il y a plein de sites qui le permettent et tant mieux pour toi, mais souvent tu vas devoir l'envoyer. En tout cas, si tu veux multiplier tes chances de vendre et tu vas devoir l'envoyer. Et donc forcément, bah, pour l'envoyer, il va falloir que tu prévoies des cartons. Donc ça, je t'incite à récupérer, il y a plein de méthodes pour récupérer des cartons. Donc déjà ce que tu reçois, ce que tu achètes, mais tu peux aussi en trouver dans des grandes surfaces où ils en donnent. Bon, voilà, en tout cas, il y a les frais de carton et surtout après, il va y avoir les manières de l'emballer et il va te falloir un minimum un gros rouleau de scotch pour bien l'emballer correctement et puis fermer ton colis. Et puis après, il va te falloir, un marqueur ou, une imprimante pour, coller l'étiquette sur le carton. Enfin voilà, il y a différentes choses qui peuvent te coûter un petit peu. Donc pour les puristes, vous pouvez aussi incorporer ce coût qui est certes minime et imaginons, il te coûte 1 €, 2 €,
par colis envoyé, eh bien, tu peux l'incorporer, soit pour te dire: «Bah, je l'enlève de la marge que j'ai calculée pour, vraiment avoir une bonne idée de ma marge et donc du calcul de coût d'achat et de revente». Soit, tu peux te dire aussi: «Bah, ça va être un investissement en premier qui va se diluer sur tous mes achats» et donc tu vas pouvoir aussi fixer ton prix de vente par rapport à ça, pour pas que ça vienne trop ronger sur ta marge. Voilà, après, la fixation, du prix d'achat, elle est toujours, non évidente et si tu dois avoir des capacités de trouver les bons produits au bon prix, de négociation et cetera, on y reviendra après et puis de vendre, bah, il va falloir que tu arrives à avoir les articles qui sont plébiscités, qui sont réclamés, par bon nombre de personnes, qui sont recherchés. Comme ça, tu vas pouvoir pratiquer des prix de vente assez élevés et avoir des marges confortables très rapidement. Je peux te parler aussi très rapidement des plateformes, de vente, hein, de particulier en particulier bien souvent. Il en existe plein, les plus connus sont, eBay ou Leboncoin. On pourrait faire un épisode entier si ça t'intéresse, sur ces plateformes-là, parce que déjà j'en ai fait plusieurs et j'ai vendu beaucoup de choses à travers ces plateformes, donc je peux bien t'en parler. Ce que je veux juste que tu retiennes là rapidement, c'est que, il faut que tu fasses attention dans la fixation de ton prix de vente, bah, pour inclure suffisamment de marge par rapport au prix que tu as acheté. Il faut bien que tu réfléchisses par rapport aux frais d'envoi, puisque souvent, les frais d'envoi vont être à la charge de la personne qui achète et donc du coup, bah, ça modifie un peu la perception du prix de vente. Si tu vends quelque chose 10 € mais qu'il y a 4,99 € de frais de port, bah, tu es plus à 10 €, tu es à 15 € et donc par rapport aux autres articles du même type qui sont déjà vendus ou en tout cas, à l'attractivité du prix que tu voulais mettre, bah, tu vas être un peu plus déconnant. Voilà et puis il y a de rares fois où, et ben, l'envoi est à la charge, de l'acheteur ou en tout cas, c'est toi qui vas subir les frais et donc dans ce cas-là, il faut bien que tu détermines ton prix. Parce que si tu t'es dit: «J'achète quelque chose 5 €, je le revends 10 et je vais me faire 5» et que derrière tu as plein de frais qui viennent ronger, bah, peut-être que tu vas rien gagner, donc tu auras travaillé pour rien, voire même que tu vas perdre de l'argent. Donc calcule bien à tous ces petits coûts cachés, ces petits coûts indirects pour fixer un prix correct. Alors tu vas me dire: «Romain, tu es bien gentil, mais vas-y passe un petit peu aux exemples, qu'est-ce que je pourrais acheter et revendre, de manière assez simple et puis me faire rapidement, des petits revenus, des petits billets, là-dessus?» Bah, en fait, on va juste planter le contexte général. Des cas d'achat, revente, des produits que tu peux choisir, il y en a des, dizaines et des centaines possibles selon tes affinités. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que bien souvent, ce sont des, produits de consommation, donc des produits que tu vas retrouver dans les différents commerces possibles et inimaginables. Et pour que ça se vende bien, bah, il va y avoir plusieurs critères. Le premier, ça va être que, il doit avoir une espèce de rareté, sur le marché de ce produit. Et donc, qui dit rareté dit, souvent bien recherché, hein. C'est souvent corrélé. Alors tu as des biens rares qui ne sont pas, plus recherchés que ça, mais donc du coup, le prix, sera nul. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que souvent dans ces produits-là, c'est soit des produits qui vont être, vendus dans de petites quantités ou en tout cas qui vont être vite vendus et donc qui ne vont plus être disponibles à la vente dans les services, traditionnels, donc les magasins et cetera. Ça va vite tomber en rupture finalement. Ou bien que c'est des produits qui ne sont pas qui sont en vente mais qui ne sont pas facilement accessibles, que tu peux par exemple acheter que, à l'étranger, ou il faut aller dans des villes spécifiques, dans des boutiques spécifiques. Il y a des exemples très concrets, de grandes marques. Si je te prends par exemple, Rolex. Rolex, ils créent toute une rareté autour de leurs montres, ce qui vaut aussi le prix. Ils ont créé cette rareté puisque déjà des boutiques Rolex, bah, tu en as pas beaucoup en France, donc on a la chance à Rouen d'en avoir une, tu en as une à Paris, tu as des revendeurs à Lille, mais des vendeurs officiels, tu en as très peu sur la France. Je crois ils sont 3, 4. Et puis quand tu veux acheter une montre Rolex, eh bien, ils te mettent sur liste d'attente. Si c'est la première fois que tu achètes, tu vas pouvoir attendre 3 mois, 6 mois, 1 an pour avoir une montre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont pressés, parce qu'ils ont une occasion, ils veulent la montre, ils n'avaient pas pensé avant, ils veulent la montre rapidement. Et donc eux vont être prêts à mettre le prix très, très fort, beaucoup plus que ce qu'ils auraient acheté en magasin pour cette instantanéité. Et donc ça, c'est valable dans tous les produits de la consommation qui vont être, rares, qu'on va avoir du mal à se procurer. Ils vont créer un besoin et si en plus tu arrives à mettre en parallèle ce besoin avec une demande forte des clients, des gens, s'il y a énormément de gens en plus qui aiment ces produits et qui veulent en avoir, et ben là, c'est bingo parce que du coup, tu vas pouvoir acheter à des prix corrects si tu te débrouilles bien pour te fournir et surtout, tu vas pouvoir vendre à des prix, assez hauts et donc ça, c'est la meilleure, formule, la meilleure équation possible.
Donc tu l'as compris, le meilleur achat-revente que tu peux faire, c'est celui où tu achètes le plus bas possible et que tu revends le plus haut possible. Donc pareil, on pourrait faire un épisode, spécifique là-dessus, mais dans les grandes lignes, le fait d'acheter au meilleur prix possible, c'est déjà, sur des canaux, de distribution, magasins, classiques et cetera, c'est de chiner tout ce qui est promotion, donc les grandes opérations, commerciales, que ça soit les soldes, mais aussi, le Black Friday, voilà, toutes les, périodes où ils font des grosses promotions et puis d'un magasin à l'autre, il peut avoir des besoins en fait, de déstocker, de faire des prix pour libérer de l'espace et donc partout, à plein de moments dans l'année, tu vas avoir des offres finalement commerciales hyper intéressantes. Si tu as l'habitude également de faire des vide-greniers, comme on dit en Normandie, ou des braderies, comme on dit dans le Nord, eh bien, c'est des super occasions de trouver des produits recherchés, pas chers. Souvent, les personnes veulent se débarrasser, faire de la place chez eux. Et l'avantage, c'est que tu as aussi une vraie capacité de négociation. Donc, d'ailleurs, sur ce point-là, en termes de négociation, il faut toujours poser la question d'un prix réduit. Même si le prix te paraît exceptionnellement bas, rien ne coûte de poser la question. Je parle bien sûr pour des particuliers, que ça soit sur des annonces en ligne ou en vide-grenier. Si le prix est déjà hyper attractif, n'hésitez pas à demander pour, si c'est possible, à un prix encore plus bas, voire à demander quel est votre meilleur prix. Voilà, vous voyez comment vous voulez poser la question, mais bien souvent le fait, de demander un prix encore plus bas, eh bien ça passe et même si le prix vous satisfaisait au départ, bah, vous aurez encore une marge meilleure. Et puis, même en magasin, des magasins très institutionnels, des grands supermarchés, des grands hypermarchés, il faut poser la question de: «Est-ce que c'est la dernière remise?» Si je vous en prends plusieurs, êtes-vous capable de faire une remise supplémentaire? Et bien souvent aussi, les vendeurs et responsables de rayon ont la capacité, bah, pour se débarrasser et ne pas s'embêter à vendre ça au détail, de vous faire des remises beaucoup plus grandes. Donc réfléchissez, toujours comment acheter le moins cher possible et pour ça, il y a plein de techniques et il y a plein de manœuvres, que vous découvrirez au fur et à mesure. Alors, tu vas me dire: «Romain, c'est bien beau, mais vas-y, mets les 2 pieds dans le plat. Sur quoi tu arrives à faire, un peu d'argent en achat-revente?» Eh bien, moi, j'ai, décelé plein de catégories qui me conviennent à moi parce que je suis passionné, je connais un peu le prix et je c'est important de pouvoir situer le prix, savoir si c'est un bon prix à l'achat ou non et à combien tu vas pouvoir espérer le vendre. Alors d'ailleurs, pour la fixation, du prix d'achat, mais aussi la fixation du prix de vente, bien évidemment, si tu as un doute, tu peux t'aider. Moi, je le fais beaucoup. Justement, aller sur les plateformes sur eBay ou sur Leboncoin, tu regardes exactement le même article et tu regardes à combien ça se vend déjà actuellement. L'avantage sur eBay, c'est que tu peux mettre, la dernière vente de ce type d'article. Donc par exemple, je sais pas, je te prends un maillot de foot de l'équipe de France, eh bien tu regardes la dernière vente qui s'est faite sur la plateforme et ça t'évite en fait d'avoir les produits qui sont hyper chers, hyper, mal placés, qui sont en ligne, donc qui pourraient te dire c'est ce prix-là, mais qui se sont jamais vendus. Parce qu'il y a des gens qui mettent à des prix élevés en espérant que ça se vende, mais ça se vend jamais. Donc toi, sur eBay, l'avantage en réglant cet onglet-là, c'est que tu peux voir exactement les prix qui se vendent actuellement et qui font que à ce prix-là, les produits sont vendus et partent tout de suite. Et donc moi, première chose que je faisais beaucoup avant, donc je ne fais plus, je vais t'expliquer pourquoi, mais que je faisais beaucoup avant, c'est, l'achat-revente de bouquins, de livres. J'aime beaucoup lire et donc le fait de lire, énormément, bah, fallait que j'achète des livres et donc ça me coûtait énormément cher au mois. Donc déjà, j'ai très rapidement arrêté d'acheter des livres neufs parce que ça devenait vraiment un gros budget. Je me suis mis plutôt à acheter, des livres en occasion, ce que aussi je trouve très vertueux, hein, c'est pour l'écologie, c'est très, très bien. Et donc ce que je faisais, c'est que, bah, j'achetais des livres sur Le Bon Coin. Et puis j'ai réfléchi et j'ai trouvé une technique pour, bah, que ça me coûte encore moins cher ce budget, voire que ça me rapporte. Et bien tout simplement, quand j'ai des livres que je vois qui m'intéressent, dont on me parle, déjà je vais en faire une, liste dans mon panier. Donc, souvent c'est une liste d'envie, par exemple, grâce à la checklist d'Amazon. Comme ça, j'ai la référence, j'ai tout ce qu'il me faut. Une fois que ça c'est fait, je vais lancer ma recherche sur Le Bon Coin, je vais regarder ce qui s'offre à moi. Si je n'ai pas tout de suite, le livre au prix que je veux ou que c'est pas assez, on va dire attractif par rapport au prix de vente d'un livre neuf, je vais attendre et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre une, petite cloche, je vais activer une, notification si de nouveaux, produits, le même livre que je recherche, tombe et si une annonce arrive sur le marché quelques heures, quelques jours après. Donc ça, cette option, elle existe sur quasiment tous les sites, de particulier à particulier, eBay et cetera, ça existe. Donc tu peux surveiller le marché, surveiller les annonces qui vont tomber sur ton produit. Donc imaginons une fois que j'ai, décelé un livre, donc je veux un livre par exemple de cuisine, au hasard,
une fois que j'ai vu le livre de cuisine que je voulais, eh bien, je vais avoir au fur et à mesure les prix. Ce qui va, me permettre au fur et à mesure de, comprendre à combien est vendu en moyenne ce, livre. Si le livre vaut, 24 € dans le commerce, neuf, mais qu'il se vend plutôt, 15 € en occasion, eh bien, dès que je vais voir tomber des prix à 12-10 €, ça va me paraître très intéressant. D'autant plus que derrière, si l'annonce vient de tomber, je peux très bien proposer très rapidement une offre en dessous des 10 € à 9, 8, 7 €. Après, il faut rester raisonnable. Mais voilà, faire tomber cette offre qui aura peut-être une chance d'aboutir. Le tout, c'est de ne pas être pressé, de prendre son temps par rapport à ça pour avoir des bonnes affaires. Et une fois que ça tombe, bah, j'ai potentiellement un livre à 7 ou 8 € alors qu'il vaut 25 en magasin. Donc ça, c'est une première chose. Une fois que j'ai ce livre-là, je sais aussi qu'il y a des livres qui vont être recherchés, que les gens vont vouloir, acheter rapidement, et il y a des périodes pour ça, notamment les périodes de Noël, quand les personnes ont eu, leurs cartes cadeaux, leur argent pour acheter, eh bien, ils vont, vite rechercher, des livres, et donc dans ces moments-là, l'avantage, c'est que tu as très bien acheté, tu vas pouvoir repositionner le livre. Donc si la moyenne, du livre est plutôt aux alentours, d'occasion je te parle, est aux alentours de 15 €, que tu l'as acheté 7, tu pourras facilement le remettre entre 12 et 15 €, et en plus de l'avoir lu, que ça t'ait servi potentiellement, eh bien, tu pourras le revendre avec une marge bénéficiaire de 5-6 €. Ça peut paraître peu, mais c'était une action très simple à incorporer dans ton quotidien, et quand tu lis beaucoup comme moi, en ayant plusieurs livres par mois, eh ben, tu vois qu'au lieu de dépenser de l'argent initialement, tu peux en gagner et en récupérer, rapidement tous les mois. Petite parenthèse aussi sur les livres et sur les produits après Noël, eh bien, il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est qu'à l'inverse, il y a beaucoup de gens, qui ont eu des cadeaux qui ne leur plaisent pas du tout, qui s'en fichent royalement, soit des livres, soit des objets qu'ils n'ont absolument pas besoin, et ils préfèrent se racheter autre chose, en tout cas récupérer l'argent pour l'allouer à autre chose, et c'est des moments où tu peux, particulièrement, avoir des bons prix d'achat, parce qu'en fait, bah, il va y avoir beaucoup d'offres sur ces sites-là, sur Leboncoin et cetera, beaucoup d'articles et beaucoup de concurrents. Donc les gens, s'ils veulent vendre vite et récupérer de l'argent, ils vont être obligés d'avoir des prix attractifs. Et donc là, il y a vraiment des moyens d'avoir des très bons prix et de faire des belles négociations. Ou dans les bouquins, tu as les bouquins de tous les jours, hein, où tu peux réussir à faire un petit bénéfice en faisant un achat-revente dans tes livres du quotidien. Ça, c'est assez simple. Mais après, tu peux vraiment atteindre de beaux scores en te spécialisant dans ces bouquins-là. Donc me concernant, il y a pas mal de niches que j'ai détectées où il y a beaucoup de clients qui recherchent ce type d'ouvrage. Il y a déjà tous les livres, pardon, autour des objets précieux, donc notamment sur les montres. Les montres, c'est un truc de dingue puisque la plupart des bouquins sur les montres sont très recherchés, et la plupart des bouquins sur les montres sont édités, et numérotés sur des séries ultra limitées avec des quantités limitées. Donc déjà, à partir du moment où tu sais un livre, mais plus généralement un produit, est sur des, quantités limitées, il y a de fortes chances qu'à moyen, ou long terme, tu puisses le revendre très, très cher. Donc, il y a des cas sur des livres, de montres Rolex notamment, ou Breitling, des montres qui ont une marque importante et qui sont aimées par les consommateurs. Tu as moyen, alors tu as parfois même des livres très, très chers, des livres qui coûtent déjà en neuf 300 €, mais qui vont se revendre 600-900 € sur le marché. Parce qu'à l'instant T, les gens sont passés à côté ou n'avaient pas forcément les moyens d'acheter, et vont acheter beaucoup plus cher, derrière. Moi, ça peut être le cas, et je suis passionné par d'autres choses. Bon, bah, à un instant T, j'ai pas forcément acheté le produit, mais je suis prêt à mettre de l'argent pour acquérir cet objet finalement de collection et de prestige. Voilà, et donc sur les montres, il y a plein de choses autour de ça. Et un truc aussi, une technique de rat que j'ai décelé, c'est qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui recherchent ne serait-ce que les catalogues ou les objets liés à ces grandes marques, donc Rolex. Donc, à savoir qu'un catalogue Rolex, pour ceux qui ont la chance d'aller en boutique, quand tu attrapes un catalogue Rolex, parce que tu as acheté une montre, parce que voilà, tu as été client un jour, quand tu as acheté un catalogue Rolex, eh bien, il se revend sur le site d'annonce entre 10 et 20 €. Tout simplement parce que je t'ai dit, les agences Rolex, il n'y en a pas partout en France. Tout le monde n'arrive pas à avoir des catalogues, et pour autant, il y a des passionnés. Donc, il y a une espèce de rareté dans ce catalogue qui est à la base donné gratuitement, ou en tout cas parce que tu es bon client. Et donc, voilà, il y a des gens qui sont prêts à acheter. Il y a aussi des gens qui habitent assez loin. Je te prends un exemple, par exemple, des Corses qui ne sont pas en France métropolitaine, qui n'ont pas forcément ce genre de boutique et qui n'ont pas accès à ce genre de produit. Et bah, le fou de Rolex vit maintenant en Corse, bah, il est prêt, pour lui, c'est peanuts, il est prêt à acheter ce catalogue, là où toi, tu trouves ça hallucinant. Non, c'est possible. Deuxième exemple aussi flagrant, toujours sur les livres, c'est tout ce qui est livre par rapport aux jeux vidéo.
la plupart des guides de jeux vidéo, ne serait-ce que pour faire le jeu et cetera, sont souvent des beaux objets avec des goodies, avec des petits objets très sympas, voilà, et ils ont une mise en page, enfin voilà, ils sont vraiment dans un univers. Certains sont dans des coffrets, sont dans des choses qui sont collector et donc sur les grosses franchises de jeux, ce genre de livre peut être très recherché, notamment quelques années après quand on le trouve nulle part. Moi, j'ai déjà eu l'occasion sur des livres, des guides collector Zelda, donc à l'époque, c'était le Zelda, qui sortait sur la Switch, le premier Zelda, hein, pas le deuxième, mais donc il faisait pas mal de guides collector. Il y avait, 2-3 sortes différents avec en gros une version accessible à 20 €, une version un peu moyenne gamme et puis une version très premium qui coûtait déjà, 60 ou 70 € neuve. Et bien, tous ces, guides ont doublé de prix quelques mois après parce qu'en fait, ils étaient introuvables et pour certains, si tu as le courage de garder ces livres en très bonne, composition, emballés dans le plastique et tout, vraiment condition neuve, si tu as le courage de les garder encore plusieurs années, il y a fort à parier qu'elles vendront très, très cher parce qu'ils seront introuvables et puis, en fait, des gens qui auront joué à ce jeu, ados ou moins ados d'ailleurs, mais qui auront joué à ce jeu il y a quelques années, qui ont envie par nostalgie de se replonger dedans 10 à 15 ans plus tard, et bah, ont très envie, de retrouver un guide ou retrouver, ce genre de choses et donc encore une fois, seront prêts, à mettre de l'argent. D'autant plus que souvent, ce qui se passe, c'est que peut-être que les personnes sont joueurs et donc sont adolescents ou en tout cas sont jeunes actifs, ont un salaire un peu plus réduit à l'instant T, le jour où tu achètes ce livre. Mais en fait, quand ils vont grandir et que toi, tu vas attendre quelques années pour le revendre, et bien, au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans, et bien, ces personnes-là n'auront plus la même vie. Ils auront sûrement un train de vie meilleur, ils auront un meilleur salaire, des meilleurs revenus et donc ils seront en capacité aussi de mettre plus d'argent, dans cet objet et donc c'est là, au fait, il y a tout son intérêt. C'est que nostalgie plus meilleure capacité, d'achat, et bien, bingo, tu risques de faire un très bel achat pour revendre. Alors, je t'ai parlé des livres sur les jeux vidéo, mais de manière plus large, tu peux faire de l'achat-revente aussi sur les jeux vidéo. Moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant longtemps parce que j'étais un gros collectionneur de jeux vidéo et notamment de jeux vidéo rétro, donc rétro gaming. Donc j'avais quasiment tous les jeux de la Sega Master System, j'avais quasiment tous les jeux de la console, Wii U, j'ai fait les Amiibo, enfin voilà, j'ai fait, tout un tas de jeux, j'étais passionné et d'ailleurs je le suis encore dans une moindre mesure, même si j'ai arrêté la collection. Toujours est-il que, eh bien, ces jeux-là, sont très recherchés et donc, tu as plein, de manières. Donc tu peux te spécialiser dans une console, peux te spécialiser dans une licence, mais tu comprends très vite, en fait, quand tu commences à connaître que, sur certaines consoles, il y a des jeux très, très rares. Sur certaines licences, les jeux sont très recherchés et c'est souvent les mêmes qui reviennent, hein. En jeu vidéo, tout ce qui touche, à Zelda, à Metroid, voilà, des grosses licences, comme ça, de Nintendo, par exemple, mais il y en a aussi sur, PlayStation et sur Xbox, et bien, bien souvent, ces jeux-là sont très recherchés. Il y a des consoles en plus en édition limitée, hein, les Nintendo et consorts l'ont bien compris. Voilà, donc il y a des consoles qui sont très, très rares, qui sont des éditions spéciales et donc ça, bah, si tu arrives à en acquérir, soit quand ils sortent, soit en les chinant, donc encore une fois, vide-grenier, tu as plein de magasins spécialisés dans l'occasion aussi, hein, on n'en a pas parlé, mais les cash converteurs, Easy Cash et consorts et bah, ça, tu peux potentiellement trouver des choses intéressantes, les revendre immédiatement si tu arrives, à les vendre plus cher ou à les garder en espérant, que ça se vende plus cher plus tard. Alors, je ne vais pas te détailler tous les business possibles d'achat-revente parce que bah, tu commences à comprendre le mécanisme. Je suis sûr que tu en as trouvé déjà quelques-uns que toi qui te parlent. Dans les plus connus, il y a tout ce qui est autour des goodies. Donc, tu peux avoir les figurines pop qui peuvent se revendre très cher. Tu as tout ce qui est attrait aux cartes. Je t'ai parlé des jeux vidéo, mais tout ce qui est cartes à jouer, donc notamment les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh, les cartes de baseball, donc de sport. Maintenant, tu as de plus en plus les cartes de foot. Tout ça, tout ce qui est cartes et donc collectibles, eh bien, ça peut, valoir très cher et donc tu peux vraiment en faire un business à part entière à partir du moment où tu commences à être fin connaisseur. Il y a un gros business également sur tout ce qui est, fringues et produits en fait, on va dire vestiaires, donc d'ailleurs tu as un site qui s'appelle Vestiaire Collectif qui fait beaucoup de belles pièces. Mais voilà, tout ce qui est, fringues de marque, donc les plus connus, hein, qui se vendent bien, les Ralph Lauren, les Lacoste, Carhartt et cetera. Il y a vraiment des business spécialisés là-dessus et d'ailleurs les sites les plus recommandés pour les vêtements, ça reste Vinted. Et puis après tu vas avoir des spécialisations, donc je te parlais des montres pour les hommes, mais tu vas avoir aussi les sacs à main, pour les dames et ça, on sait que sur les sacs à main de luxe, il y a des vrais business et des vrais billets à prendre. Je pense notamment
Hermès, les Birkin et cetera. D'ailleurs, je pense que je ferai un épisode dédié avec une personne qui est spécialisée là-dedans, qui s'y connaît très, très bien. Tu verras qu'il y a moyen de gagner beaucoup d'argent. Voilà, donc je t'ai donné, pas mal d'exemples, sur des produits que tu peux choisir d'achat-revente. Réfléchis bien sur toi, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu collectionnes et donc sur lequel tu as des leviers forcément. Si ça vous intéresse vraiment, je peux faire des épisodes dédiés sur, l'achat-revente de ces produits-là, donc sur les cartes Pokémon. Je cherche d'ailleurs un invité qui peut me faire une belle interview là-dessus. Pour les sacs, je pense avoir trouvé quelqu'un, les sacs de luxe, donc j'essaierai de vous faire un épisode. Mais je sais que sur les montres, ça intéresse beaucoup de personnes, donc je peux trouver, des personnes, vraiment expertes dans le domaine. En tout cas, sur les jeux vidéo, sur les livres, je peux aussi peut-être vous en parler. Si ça vous intéresse que je décortique et que j'analyse plus en détail ce business d'achat-revente, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je me ferai un grand plaisir de vous créer un épisode inédit et spécifique. Je vais d'ailleurs te partager un gros tips, mais qui est un tip potentiellement de gros rat aussi. Donc à voir après où tu places un peu ton éthique. À partir du moment où c'est légal et où c'est permis, je vois pas pourquoi, tu pourrais t'en priver et je pense que ça peut aider quand même un certain nombre de personnes, notamment, les étudiants. Bon, voilà, à regarder où tu places ton éthique. Moi, je le pratique pas trop parce que voire pas du tout parce que je suis pas forcément fan, mais j'ai entendu des personnes le faire. Alors ce type, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a pas mal, de sites où les gens donnent des choses. Donc le plus connu que j'ai en tête, c'est, Le Bon Coin, où en fait, tu as une rubrique, tu peux sélectionner, par exemple sur ta localité. Donc moi, je suis de Rouen, tu choisis donc tu fais rechercher produit, tu mets pas de catégorie, tu, vraiment balayes toutes les annonces et par contre, donc tu vas mettre que autour de Rouen et tu vas choisir à la case, tu vas cliquer sur donation, les dons en fait, puisque tu as la possibilité via Le Bon Coin de donner. Moi, je l'ai déjà fait pas mal de fois. J'avais un autocuiseur, qui était abîmé, capot, abîmé, voilà, que je changeais, qui avait plus d'utilité, mais il fonctionnait. Ça me faisait mal au cœur de le mettre à la casse. Eh bien, je l'ai mis en don et il y a une personne qui était, dans le besoin d'ailleurs, ce jour-là parce que, voilà, elle avait ce besoin-là, mais elle avait pas les moyens de s'en acheter. Et bah, elle était super contente de le récupérer et moi, j'étais trop content de faire, 1 heureux. Voilà, la personne en a bien profité. Pour revenir à nos moutons, donc toujours est-il que toi, tu peux faire ça et en fait repérer s'il y a des objets qui te semblent intéressants dans les dons. Il y a des gens, des fois, c'est juste parce que c'est volumineux, ils vont pas vouloir, aller les mettre à la décharge ou, payer quelqu'un pour s'en débarrasser. Donc toi, tu vas leur rendre service quelque part. Puis parfois, ils en ont pas l'utilité, tout ça. Dans tous les cas, souvent, bah, déjà, toi, ça peut te permettre de récupérer des objets à pas trop cher et de pas dépenser ton argent, c'est un cercle vertueux. Mais aussi, parfois, bah, tu vas pouvoir récupérer ces objets et si tu as une expertise, si tu sais combien ça vaut et si tu sais les remettre en avant, les remettre dans le circuit et que tu as le temps pour les vendre, bah, peut-être que tu vas pouvoir récupérer ces articles gratuitement et puis les revendre, plus tard pour, quelques euros. Voilà, il y a plein de cas comme ça. Je pense notamment à tout ce qui est informatique. Il y a plein de gens qui donnent, des claviers, des souris, du matériel informatique dont ils n'ont plus du tout l'utilité et pour autant ça peut être recherché, ça peut se vendre. Un clavier, tu peux le vendre peut-être 2-5 euros, ce qui est dérisoire. Mais si, tu récupères, 10 claviers et puis que tu les vends tous et bah, ça fera un beau billet, tu seras bien content. Donc je n'ai plus le nom de tous les sites, mais il faut savoir qu'il y a des sites aussi spécialisés justement sur ce don. Voilà, donc si tu es, étudiant, que tu n'as pas beaucoup de revenus et que, bah, ça peut te permettre de t'aider à payer un plan de courses supplémentaire, pour le mois, bah, hésite pas, c'est quelque chose que tu peux, je pense, explorer. Les plateformes, moi, que je privilégie, il faut savoir que moi, j'achète de moins en moins en vide-grenier puisqu'en fait, les vide-greniers, maintenant, on a ce qu'on appelle des scalpers, c'est-à-dire des gens qui en ont fait leur spécialité, leur mission. Alors, on n'aime pas, ça, c'est, je vous laisse le débat en commentaire. Toujours est-il qu'il y a des gens qui vont aller très tôt, donc à 6 heures du matin, dans les vides-greniers, pour rafler tout ce qui est en jeu vidéo, pour rafler tout ce qu'il y a, je sais pas moi, en sac à main, enfin voilà, qui ont des spécialités et qui vont tout rafler. Donc, moi, ça me gonfle un peu d'aller dans les vides-greniers, de prendre les miettes, ou en tout cas, voilà, moi, si j'y vais, c'est pour prendre plaisir, me balader en famille, avec mes enfants, chiner, c'est ce côté-là que je trouve très sympa et j'y vais pas en mode machine de guerre pour tout rafler à tout prix. Bon, c'est pas mon délire. Toujours est-il que, je privilégie plutôt, le travail de fourmi et de long terme en chinant sur les plateformes digitales et donc là, dans ce cas-là, j'utilise principalement, on va dire 2 voire 3 plateformes qui sont Le Bon Coin, Vinted et eBay. Alors eBay, l'avantage, c'est que tu t'ouvres, aussi à l'international. Donc si tu cales bien, tes frais de port, il faut pas te faire avoir à ça parce que notamment tu peux avoir des frais de douane entre pays et cetera. Et l'avantage, c'est que tu n'es plus sur un marché, une demande avec des clients potentiels qui sont que de ta région ou que français, mais qui sont mondiales. Donc tu as, des types de produits sur lesquels ça se prête, parfaitement. Moi, sur les jeux vidéo, il y a des jeux vidéo qui sont, pour les connaisseurs, qui ne sont édités qu'en PAL,
que, sur les machines européennes réglées en Europe et donc ils ne sortiront pas ni aux États-Unis, ni en Russie, ni dans d'autres pays et donc du coup, il y a des, collectionneurs qui recherchent activement donc par exemple, un Américain va rechercher activement à faire toute la collection de la console, pas que, dans sa réglementation d'origine, mais aussi en PAL, donc dans tous les pays. Donc quand il y a des jeux qui ne sont pas sortis dans son pays sur la console, mais sur d'autres pays, il va vouloir les acheter. Et donc c'est aussi des personnes qui ont des gros pouvoirs d'achat, qui ont les moyens, qui sont vraiment en recherche et donc là, c'est bingo. Moi, je fais pas de ça achat-revente sur ce produit, mais je sais que ça marche très bien aussi. C'est pour tout ce qui est vin. Bah, forcément, la France, on est le pays du vin. C'est très, recherché et des personnes qui ont des bonnes bouteilles, notamment qui ont vieilli, eh bien, vont pouvoir les revendre à l'étranger à des je pense, des très bons prix. Donc voilà, eBay, permet ça, avec ses complexités, hein. Chaque plateforme a les avantages et inconvénients, mais permet de s'ouvrir à un marché mondial et d'avoir plus de clients, ce que je trouve, assez bien. J'utilise Leboncoin. Pourquoi? Parce que Leboncoin, il s'améliore de jour en jour. C'est un très bon site. Il fonctionne très bien. Il y a de plus en plus d'options dont je t'ai déjà parlé. Et moi, pour l'achat-revente de produits, c'est vraiment la plateforme que j'utilise aussi bien pour acheter que pour vendre. C'est aujourd'hui celle que je trouve le mieux. Alors, il y a une exception à ça, et c'est pour ça que je t'ai parlé de Vinted. Pour moi, Vinted reste le meilleur site en achat-revente de vêtements. Moi, j'ai fait le test pour des vêtements, mais aussi pour des baskets. Je t'en ai pas parlé, mais l'achat-revente de sneakers marche très très bien aussi. Hem, Toujours est-il que, voilà, pour vendre des sneakers ou des vêtements, Leboncoin et voilà, les gens ne pensent pas à Leboncoin pour ce genre d'achat. Ils vont plutôt se poser sur Vinted. Alors Vinted, ça m'est totalement personnel, mais je trouve que les clients sont beaucoup plus difficiles, voilà, beaucoup moins de politesse, beaucoup plus cash, beaucoup plus à négocier que sur Leboncoin. C'est pour ça que j'utilise d'ailleurs beaucoup plus Leboncoin pour tout le reste. Néanmoins, il faut savoir que, bah, pour les vêtements, ça marche quand même beaucoup mieux et tu peux faire du volume avec Vinted. Donc si tu es dans cette branche de produits, ne t'en prive pas et privilégie Vinted. Voilà, tu auras le temps après, de t'acclimater, aux us et coutumes de Vinted parce que chaque plateforme a un petit peu, ses codes et ses manières de fonctionner. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie vraiment d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que les différents, types d'achat-revente t'ont hyper intéressé, que ça t'a donné plein d'idées pour toi lancer un petit business et avoir des revenus complémentaires. Si tu as envie, encore une fois, que je détaille tout ça et que je fasse des épisodes inédits sur un type d'achat-revente, bah, n'hésite pas à me solliciter, ça me fera un grand plaisir d'étudier ça à fond pour toi. N'oublie pas surtout de bien, t'abonner, que ce soit sur les plateformes audio, Spotify, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube. Et puis, en audio, n'hésite pas à lâcher un commentaire et une note de 5 étoiles, hein, surtout pas 4, pas 3, mais bien 5. Ça m'aide vraiment énormément à remonter dans les classements et à faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Et puis sur YouTube, sur la plateforme vidéo, bah, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce. Pareil, ça va m'aider à faire tourner l'algorithme et à toujours te proposer de meilleurs épisodes. Un grand merci à toi. Je te dis à très vite pour le prochain épisode du mercredi. Ciao, ciao! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, eh bien, tu es sur De Rien, la chaîne où l'on parle investissement, business et réussite. On parle cash et on apprend ensemble pour atteindre notre liberté financière, en tout cas une sérénité financière. Alors, si tu es étudiant, tu es salarié avec un salaire somme toute modeste et que tu as du mal à économiser comme il le faut, tu ne gagnes pas suffisamment d'argent par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à tes objectifs de vie, eh bien, tu es au bon endroit. On va, je pense, traiter aujourd'hui un sujet qui va t'intéresser particulièrement. Et oui, le problème quand tu as un salaire, moyen, donc tranche, moyenne basse, moyenne haute, ou que tu es étudiant, que tu as peu de sources de revenus, donc c'est déjà plus simple quand tu es en apprentissage, mais quand tu es en initial, c'est plus compliqué. Eh bien, en fait, tout ce que le peu que tu touches en source de revenus va souvent, filer dans tes factures. Il va te rester très peu à la fin du mois. Même si tu fais un effort, pardon, dans tes dépenses et que tu épargnes un petit peu, il est toujours compliqué de se constituer un matelas et surtout d'avoir de l'argent en plus pour, bah, profiter de la vie, se faire des plaisirs, sortir, voire atteindre des objectifs beaucoup plus, long terme. Et donc pourquoi je te propose cet épisode? Parce que moi, comme toi, j'étais, longtemps dans cette situation. J'ai touché un salaire pendant très longtemps qui était, confortable, je dis pas le contraire, mais qui ne me permettait pas non plus de faire, de grands extras et de vivre la vie comme je l'entendais vraiment. Et donc comme tout le monde, j'ai rapidement recherché des moyens, bah, de gagner un peu plus, autre qu'à travers mon salaire, puisque dans la plupart des grandes entreprises ou dans les métiers, eh bien, c'est difficile d'aller chercher du revenu, supplémentaire. Voilà, on attend une année pour espérer avoir une augmentation
dans ce qu'on peut voir dans les entreprises, quand on a une augmentation de 150-200 € brut, c'est déjà pas mal. Mais quand on le remet en net, bah, ça fait pas énorme. Et puis c'est pas automatique, ça se fait pas tous les ans, ça demande un effort, je dirais pas surhumain, mais ça demande pas mal de qualité. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire à côté pour que, bah, récupérer de l'argent? Donc comme tout le monde, je suis allé sur, le site Google, j'ai tapé, pas mal de mots pour rechercher, voilà, comment gagner plus d'argent, argent facilement, argent rapidement. Et donc forcément les premiers trucs qui débarquent, c'est, d'aller jouer au loto, d'aller jouer au casino. Mais ça, ce n'est pas des systèmes qui vont durer, ça va plus vous appauvrir plutôt qu'autre chose. C'est, tenter, sa chance. Alors il y a des extrêmement, chanceux, mais c'est un sur, 1 000 000. Et donc bah, on va plus s'appauvrir plutôt qu'autre chose. Donc il faut trouver plutôt un système durable. Alors, c'est facile de dire ça, je vais, trouver une source d'argent, je vais, créer un petit business, pour me faire un petit peu, d'argent et arrondir les fins de mois finalement. C'est plus facile qu'à dire qu'à faire. Et souvent, en fait, on va vite se heurter, à 3 principales problématiques, 3 principaux obstacles. Le premier, ça va être, le manque d'argent. Ah oui, en fait, tu as déjà, des problèmes d'argent, tu cherches à avoir de l'argent en plus, mais du coup, tu vas pas avoir d'argent, potentiellement à remettre au pot pour amorcer ton business ou en tout cas, essayer d'aller faire fructifier. Donc ça va être un premier obstacle qu'on va pouvoir décortiquer. Le deuxième gros problème, et pas des moindres, c'est si tu es déjà, occupé toute ta journée, que ça soit sur un poste de freelance, d'indépendant, si tu es salarié, donc tu as des horaires à respecter, si tu es étudiant et donc tu as un certain nombre d'heures de cours, plus ta charge de travail, plus tes charges quotidiennes, en temps, c'est-à-dire, tes allers-retours, pour aller, justement à l'école, au travail ou, bah, le temps que tu prends pour, faire tes courses, pour, faire ton ménage. Voilà, tu as tout un temps incompressible, pardon. Et il va donc falloir réfléchir à comment je peux récupérer du temps, comment je peux m'en dégager, est-ce que je suis prêt à m'en dégager? Et ça, nous allons voir, c'est un point crucial. Le troisième obstacle hyper important, c'est le manque de connaissances. Par où je vais commencer? Quelle idée prendre? Une fois que j'ai une idée, comment je vais pouvoir l'articuler? Et puis quand on se lance dans quelque chose, bah, il va nous manquer plein de connaissances possibles et inimaginables. Il va nous manquer des connaissances informatiques, des connaissances marketing, des connaissances produits, des connaissances techniques et j'en passe. Donc ça, c'est pareil, nous allons voir qu'il y a plein de moyens, de s'en sortir et de commencer petit à petit à construire quelque chose de correct avec des business qui ne nous prennent pas trop la tête. Donc retiens bien ces 3 points. Le premier, c'est le manque d'argent, de pot au capital finalement. Deuxièmement, c'est le manque de temps. Et le troisième point, et non des moindres, c'est le manque de connaissances. Et donc, nous allons voir ensemble ces 3 points, nous allons les décortiquer. Tu vas voir qu'il y a plein de solutions et que ce n'est pas impossible de se lancer. Et justement, dans ce manque de connaissances, moi, je vais aussi, dans cet épisode, te proposer des idées de business très simples à mettre en place. Ou en tout cas, je vais t'aider à réfléchir à comment trouver ton business assez rapidement pour que là, dès, janvier 2026, tu prennes en main tes bonnes résolutions et que tu lances un petit business qui peut rapporter, quelques billets à droite à gauche et te permettre de vivre, une vie meilleure. Alors voyons le premier point, le manque d'argent. Alors déjà, il va falloir tout de suite te décomplexer avec ça. Pour les petits business que je vais te proposer, les side business, je t'en reparlerai après, eh bien, tu as pas besoin d'avoir énormément d'argent. Un 5 €, 10 €, 15 €, 20 € vont parfois suffire à amorcer et puis après, ça fera effet boule de neige, tu vas faire grandir ton petit business et du coup ton revenu tout doucement. Mais tout le monde n'a pas, des milliers d'euros à investir dès le début. Alors bien évidemment, le sérieux et le poids du business sera d'autant plus important si tu mets un plus gros apport. Mais à la fois, ça va aussi te forcer à être hyper malin, hyper organisé, pour pas ronger sur ce que tu gagnes, sur tes marges et puis, accélérer. Donc nous l'avons vu sur, déjà pas mal d'épisodes, précédemment. Déjà l'important et je t'invite à les réécouter ou à les revoir si tu as besoin, mais c'est de caler pour que tes dépenses ne dépassent pas tes premières sources de revenus, que du coup tu puisses avoir un petit matelas chaque mois sur lequel tu peux épargner. Donc si tu n'es pas dans ce cas-là, je t'invite à prendre les anciens épisodes et à comprendre comment faire pour me retrouver dans une bonne situation et d'avoir cette petite capacité d'épargne. Puisque une fois que tu vas avoir cette petite capacité, et quand je dis petite, elle est valable pour tout le monde, les étudiants, les personnes qui touchent le SMIC, voilà, les personnes les moins aisées, ils peuvent ne serait-ce qu'avoir 5, 10, 15 euros en limitant un certain nombre de dépenses inutiles, en priorisant dans leurs dépenses. Peut-être que bah, il faut faire plus attention aux achats compulsifs de fringues, de plaisir, que sais-je,
moins de Uber Eats, dans ce qu'on revoit souvent, peut-être, enlever un abonnement Netflix ou que sais-je, voilà, le temps de faire ses économies sur 2 3 mois, ne serait-ce que pour récupérer un petit billet et amorcer ton business. Une fois que tu as compris et que tu as réussi à capitaliser ce petit montant d'argent tous les mois, 10, 20, 30 €, hein, encore une fois, tu n'as pas besoin d'énormément pour amorcer ton business. Eh bien, il y a un deuxième point qu'il faut que tu comprennes par rapport à ton rapport à l'argent et ton business. Souvent, quand on se lance dans un business, on a tout de suite tendance à vouloir penser gros, penser rapide et à plutôt investir tout de suite, vraiment se professionnaliser beaucoup trop rapidement. Et j'ai pu avoir ce travers à certains moments de ma vie. En fait, tu vas lancer quelque chose, bah, tu vas tout de suite vouloir la carte de visite super bien faite, le matériel super bien fait. Je prends l'exemple, par exemple, pour un podcast où tu vas vouloir tout de suite des appareils photo, des caméras à plusieurs milliers d'euros. Non, en fait, aujourd'hui, je filme avec un smartphone, un petit micro-cravate, ça suffit amplement pour commencer la mission. Voilà, et ben dans tous tes business, c'est le cas. Je peux te prendre l'exemple totalement au hasard d'un quelqu'un qui voudrait lancer sa marque de bijoux. Eh bien, pour la marque de bijoux, ça sert à rien tout de suite de dépenser des 1000 et des cents en marketing, de faire de la pub, d'acheter des matières premières très chères, voilà, d'être dans le micro détail et d'investir dans plein de choses. Je vais encore plus caricaturer, cet exemple. Si demain, tu avais la chance de pouvoir vendre des boules de neige, voilà, tu es au sport d'hiver, les boules de neige sont recherchées, eh bien, tu peux faire les boules de neige avec tes mains. Et oui, tes mains suffisent, à produire les boules de neige. Tu n'as pas besoin d'acheter le fameux outil en plastique qui va te permettre de mouler la boule de neige hyper parfaitement et donc ça de faire une dépense inutile. Tu vas payer cet objet 10 20 €, mais avant de récupérer ces 10 20 €, d'avoir un retour sur investissement sur la vente de tes boules de neige, il va se passer beaucoup de temps et tu auras travaillé longtemps juste pour ça. Commence déjà à vendre tes boules de neige. Si je te le souhaite, ça marche très bien et que tu en vends un paquet, peut-être qu'à un moment, tu vas pouvoir dire: «OK, j'ai super froid aux mains» ou «J'aimerais que mes boules de neige soient beaucoup plus, nettes et sympas et puissent se vendre beaucoup mieux» et donc là, tu pourras te dire: «J'ai de l'argent, j'ai construit mon capital et je vais, au lieu de dépenser cet argent, je vais reprendre pour investir dans cet outil». Mais en plus, bien souvent, c'est qu'on se rend compte au fur et à mesure, du business de ce qu'on a vraiment besoin. Et le problème d'acheter aussi très rapidement du matos, c'est peut-être que tu vas acheter des trucs que tu n'as pas du tout besoin, qui sont inutiles et donc tu n'utilises pas au quotidien dans ton business. Donc ça, c'est embêtant parce que ça va être, bah, des frais, pour rien. Donc attends aussi de te lancer, de voir vraiment qu'est-ce qui te prend la tête tous les jours, quel objet, quelle machine, quel je ne sais quoi, tu vas avoir forcément besoin pour te faciliter et qui va être efficace et donc ça sera de l'argent très bien alloué. Là, dans ce cas-là, je dis oui. Le troisième point à regarder, ça va être le manque de temps et en tout cas, comment se dégager du temps pour, bah, travailler sur ce petit business. Eh bien, il faut vraiment regarder combien de temps tu vas pouvoir allouer, en tout cas tu vas vouloir allouer à ce projet. Alors déjà, si tu te dis d'office, «Je n'ai pas de temps», voilà, que tu as une espèce de flemme derrière tout ça, laisse tomber, c'est pas pour toi. Il faut un minimum de motivation. Il faut être en capacité de se dire: «OK, je vais consacrer des heures de travail, je vais consacrer un petit peu de sang et de sueur et un petit peu de courage, d'énergie pour lancer ce business». Si tu es vraiment motivé et je te le souhaite et que tu es OK avec ça, eh bien, on va pouvoir réfléchir à comment aller rechercher du temps dans nos semaines qui sont, vraiment tous, chargées. On a des semaines, hyper AU comme on dit, avec plein, d'activités, plein de choses. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un support, papier, ordi, téléphone, tout ce que tu veux et tu te marques une semaine du lundi au dimanche, type jour par jour et on va venir décomposer chaque jour. Par exemple, je prends le lundi, le premier jour de la semaine et je vais venir le décomposer par tranche d'heure, par créneau. OK, bah, tous les lundis, est-ce que tu as des choses qui reviennent de manière redondante? Est-ce que tous les lundis, tu es au boulot de 9 heures à 18 heures avec 1 heure pour déjeuner? Tu sais déjà que de 9 heures à 18 heures, c'est incompressible. Il te restera forcément le temps avant d'aller au boulot. Donc je ne sais pas à quelle heure tu te lèves, mais si tu te lèves, je ne sais pas, à 8 heures à 7h30, est-ce que tu peux te dégager du temps de 6h30 à 7h30, te lever 1 heure plus tôt pour avoir 1 heure pour pouvoir consacrer, ce créneau à ton business? Ou à l'inverse, est-ce que ça va être plutôt en fin de journée, voire même sur le temps du midi? Donc ça, c'est pour la partie, boulot, activité, tes cours, tes études et puis après, il va y avoir aussi tout de suite des plages où tu ne vas pas avoir, de travail à proprement parler. Tu vas avoir tes activités, par exemple. Donc activités sportives, activités créatives, que sais-je.
Toujours est-il que, bah, il y a des activités sur lesquelles tu ne vas pas pouvoir, ronger et je peux le comprendre. Peut-être que le mercredi, le dimanche, le samedi, tu as, 1-2 heures de sport et que c'est vital pour toi pour avoir un équilibre dans ta vie. Eh bien, aucun souci, tu peux le garder. Pose ces moments-là, il y a aussi des moments avec des proches, avec des enfants, avec de la famille qui peuvent être hyper importants. Pose-les aussi sur ta semaine. Une fois que tu as posé tout ça, ce qui est obligatoire et ce qui est vital pour toi dans ton équilibre, il va forcément te rester du temps. Alors bien sûr, n'oublie pas tes heures de sommeil, hein. On conseille en général 7 à 8 heures de sommeil pour avoir, un corps sain dans avec un esprit sain, pardon. Et donc, une fois que tu as calé tout ça, ce qu'il te faut aussi en tant que sommeil, il va forcément te rester des plages d'heures. Et donc à quoi consacres-tu ces plages d'heures? Donc maintenant que tu as capté qu'il faut que tu chasses ton temps, hein, savoir, à quoi, j'utilise mon temps et quelles, tâches, ou en tout cas, choses que je fais sont inutiles et peuvent être, entre guillemets «rentabilisées». Regarde, ces tâches-là. Combien de temps tu passes à jouer aux jeux vidéo? Combien de temps tu passes à scroller sur ton téléphone? Combien de temps tu passes à chiller, à ne pas te mettre en action? Eh bien, sûrement beaucoup trop d'heures. Regarde d'ailleurs sur ton téléphone, sur ton ordinateur, il y a des applications de gestion du temps et d'analyse de ton temps d'écran qui sont hyper pertinentes. J'ai été assez étonné de constater que j'étais très long sur la semaine et je passais beaucoup de temps sur certaines applications. Alors, il y a des applications qui sont pour moi normales, comme YouTube ou LinkedIn, puisqu'elles font partie aussi de mon travail. Néanmoins, il y a des applications où j'étais assez surpris. Par exemple, sur WhatsApp, en moyenne sur une semaine, je passe plus de 5 heures. Donc en fait, la fraction de seconde où tu vas aller lire les messages, répondre, et cetera, bah, bout à bout, ça met quand même 5 heures dans la journée. Et puis j'ai une autre application, je joue un petit peu au jeu de cartes Pokémon JCC et je me connecte pareil 5 minutes le matin, 5 minutes le soir quand j'ai du temps dans la journée et bout à bout, dans ma semaine, j'ai plus de 3 heures qui sont consacrées à ce jeu. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver, voire à réallouer ce temps pour, ma priorité de business? En tous les cas, si tu regardes dans ton application, je suis sûr que tu vas halluciner sur le temps que tu passes à regarder des vidéos ou à scroller, c'est le plus, commun et donc bah, tu vas peut-être pouvoir te mettre des limites. D'ailleurs, la blinde de téléphone propose ce service de limiter ton temps de jeu, de limiter ton temps sur une appli. Comme ça te force un moment aussi à arrêter et à passer à autre chose et tu vas voir que tu vas récupérer énormément de temps. Il faut savoir qu'en moyenne, une personne va pouvoir récupérer, une fois qu'on aura enlevé le temps obligatoire, le temps de sommeil, et cetera, 25 à 35 heures d'activité dans sa semaine. Donc, le côté j'ai pas le temps, et cetera, non, ça n'existe pas. C'est plutôt tu n'as pas envie, ou en tout cas, ce n'est pas suffisamment ta priorité. C'est-à-dire que tu dégages du temps à autre chose qui est plus prioritaire, pardon, que ton business. Et ça, c'est totalement OK si tu es aligné avec ça. Par contre, si tu as vraiment cette volonté de lancer ton business, le temps, nous venons de le voir, tu peux le trouver, tu peux le poser et tu peux, l'exploiter. Voilà, il y a aussi un tip que moi j'ai pas mal utilisé, par le passé, c'est quand tu as beaucoup de temps pour manger, 1 heure et demie, 2 heures, et bien parfois si tu es bien organisé, tu peux la veille par exemple préparer une gamelle, ce qui va t'éviter aussi, bah, d'aller, chercher et de payer à manger à la boulangerie, au supermarché, voire, en Uber Eats, ce qui coûte, ou aux plateformes de délivrance de nourriture comme Deliveroo, ce qui coûte très cher. Tu vas bien t'organiser, tu vas faire ta petite gamelle, ça va te faire des économies financières déjà et comme ça, le jour J, en fait, tu vas aller prendre ta pause déj, tu vas manger ta gamelle. Généralement, en moyenne, tu prends 20 à 30 minutes et donc tu vas te libérer 1 heure de temps, voire 1 heure et demie pour ceux qui ont des pauses plus longues et donc pendant cette heure, bah, tu vas pouvoir, t'isoler, te mettre dans un bureau, te mettre dans un endroit et travailler sur, le business que tu as choisi. Et bien, 1 heure du lundi au vendredi, ça fait 5 heures. 5 heures fois, 4, ça te fera déjà 20 heures économisées sur le mois. Et bien, c'est pas rien. Avec 20 heures, un petit peu d'économie, on peut largement faire fructifier un vrai business. Alors, dernier point sur le problème de temps, mais il va être beaucoup aussi lié, je voulais faire l'aparté avec la motivation. C'est très dur de passer à l'action, il faut sortir sa zone de confort et se mettre des coups de pied dans les fesses si c'est pas en plus ta nature profonde. Donc, réfléchissez bien à ça. Tu as envie d'une vie meilleure, tu sais pourquoi tu as envie d'une vie meilleure et le fait d'accéder, financièrement à des facilités, de gagner un peu plus d'argent va t'aider à accéder à cette vie de meilleure que tu t'es définie.
Néanmoins, il faut vraiment, vraiment que tu te motives et que tu mettes les moyens en face. Donc si tu ne te bouges pas, si tu ne te motives pas et si tu ne te trouves pas du temps, ta vie restera la même pendant des années et des années jusqu'à ta mort. C'est un peu triste de le dire comme ça, mais en fait, les choses ne vont pas arriver sur un plateau d'argent. On ne va pas te donner les choses tout de suite. Donc en fait, il n'y a que toi qui peux faire bouger ta situation. Donc motive-toi, fais cet exercice de retrouver du temps dans ta semaine. Une fois que tu as bien posé les plages horaires que tu vas pouvoir exploiter et qui ne vont pas te gêner, où tu vas vraiment pouvoir initier quelque chose, eh bien, ça va permettre de te les inscrire sur ton planning, peut-être même de remplir les missions, décortiquer ce par quoi tu vas commencer et les tâches que tu veux faire pendant ces créneaux. Fais tout ce qu'il faut pour que tu sois en mode machine, rouleau compresseur, et que quand le créneau arrive, tu saches exactement sur quoi tu dois bosser, l'objectif à atteindre lors de ce créneau et d'être super efficient dans ce créneau. Si tu te poses 3 heures, mais que pendant 3 heures, bah, encore une fois, tu fais des recherches, tu cherches des infos et tu n'as rien produit, tu n'as pas avancé, tu vas encore gaspiller du temps pour rien. Donc, pense aussi à ta motivation et je suis sûr que tu l'es, pleinement si tu regardes cet épisode et surtout comment pendant ces heures, tu vas être efficace et tu vas pouvoir avancer. Qu'est-ce qui va te rapprocher plus rapidement de ton but? Alors parfois, tu peux avoir le problème de manque de connaissances. Alors je dis tout de suite, pour moi, aujourd'hui, en 2025, ce n'est pas, réellement un problème, mais plutôt une excuse. En fait, il existe énormément d'outils et possibilités pour améliorer tes connaissances. Alors les premières vont être, digitales bien sûr. Aujourd'hui, tu as tout un panel d'outils avec l'IA, ChatGPT, Perplexity, Grok. Et bien justement, c'est là que ces IA doivent te servir pour, mûrir ton projet, t'aider à acquérir les connaissances dont tu as besoin. C'est vrai quand on se lance dans un business, bah, il y a une connaissance produit, technique et cetera. Ces outils-là vont t'aider et puis tu as plein de contenus où des gens ont initié des choses avant toi et te partagent. Donc ça, c'est vraiment la chance qu'on a à notre époque. Je t'invite à te connecter sur des chaînes YouTube, Instagram, des podcasts comme aujourd'hui, mais bien sûr des chaînes et des contenus utiles qui vont t'aider à progresser, soit sur ton produit, soit sur ta technique, soit sur tes services, en tout cas quelque chose qui va apporter pour ton business des cordes à ton arc et de vraies connaissances et compétences. Un deuxième hack également, c'est forcément tout ce que tu peux apprendre en physique. Alors il y a les livres aussi physiques, moi je lis beaucoup, des livres très pertinents qui vont t'apprendre beaucoup de choses et surtout qui vont t'aider à ouvrir un petit peu, ton esprit, ta façon de réfléchir et cetera. Si tu es fâché avec les livres, il y a des systèmes physiques aussi qui t'apporteront beaucoup, notamment d'aller à la rencontre des personnes qui ont réussi et qui ont initié des choses, dans le business que tu fais. Il y a pour ça, des clubs de rencontres, d'affaires. Voilà, il y a un certain nombre de choses où tu peux aller rencontrer des gens dans des cafés, dans des coworking. Tu peux te mettre en situation, en mouvement pour rencontrer les bonnes personnes, bien t'entourer et elles vont t'apprendre et t'aider à réussir et donc ça, vraiment, tu aurais tort de t'en priver. Peut-être tu vas me dire: «C'est bien beau Romain, j'ai réglé le problème de manque d'argent, j'ai réglé le problème de manque de temps. Je sais qu'en termes de connaissances, bah, j'ai plein d'outils pour apprendre et avancer». Mais en fait, j'ai pas l'idée, je ne sais pas dans quoi lancer mon business en fait, c'est difficile, sinon tout le monde le ferait. Eh bien, je vais te donner déjà une première grosse astuce. Après, on verra, je pense, dans un second épisode, je vais te donner, un business qui peut être décuplé de plein de manières et qui est très, très simple. Mais, 1re astuce pour savoir ce dans quoi tu peux, initier quelque chose, c'est en fait, quelles sont tes passions, quelles sont tes zones de génie, quelles sont tes forces? Et me dis pas que tu en as pas, tout le monde en a. Tu as forcément quelque chose au fond de toi qui te fait vibrer. Si, tu es, fan de jeux vidéo, eh bien, il y a plein de moyens de monétiser les jeux vidéo. Si tu adores manger, tu adores faire de la cuisine, il y a également plein de manières d'exploiter cette passion. Tu fais peut-être beaucoup de sport, tu, visionnes peut-être beaucoup de sport. Voilà, qu'est-ce que tu fais aussi de ton temps libre? Ça peut être aussi exploitable parce que si tu le fais depuis très longtemps et que tu, vibres pour ça, eh bien, tu vas forcément avoir de l'intérêt et de la passion et donc un engagement beaucoup plus fort. Mais aussi, tu vas déjà avoir accumulé une certaine connaissance dans le domaine et à savoir que plus c'est niché, plus ça va intéresser des personnes et donc tu auras vraiment quelque chose à faire là-dessus. Donc réfléchis, pareil, qu'est-ce que tu fais de ce temps libre? Note-le toi. Qu'est-ce que tu pourras apprendre aux gens là-dessus? Comment, tu pourrais, le monétiser? Il y a plein, plein, plein de manières et d'ailleurs je te donnerai des exemples sur l'épisode de dimanche prochain. Alors aujourd'hui, je tenais aussi à te préciser, ce que j'entends par business. Business, donc forcément, ça peut être plein de choses, c'est très, très large, hein, c'est un terme un peu fourre-tout. Néanmoins, aujourd'hui, je te parle plutôt de side business. Et side business, c'est quoi? Eh bien, side business, ça va être une activité, pour dégager une nouvelle source de revenus
autres que celles que tu as déjà, lors de ton travail, de ton activité et cetera. Et donc l'idée de ce side business, comme son nom l'indique, c'est un petit business, d'à côté, qui ne remplace pas l'activité principale. Donc ça revêt plusieurs, notions. La première, c'est que tu vas avoir le temps, en fait, de développer et que ce n'est pas grave s'il est tout petit parce que en fait, tu as déjà une activité pour te nourrir, pour subvenir à tes besoins. Donc en fait, tu prends le temps d'avoir une petite activité, potentiellement pas de revenus, ou un petit peu de revenus au début et puis c'est quelque chose qui va mûrir. Donc c'est vraiment sur une échelle de temps où tu n'as pas de pression. Deuxièmement, donc c'est un peu en lien avec ce que j'ai dit avant, tu n'as pas de pression comme un entrepreneur pourrait l'avoir en quittant son job et en se lançant. Tu ne plaques pas tout du jour au lendemain. Tu as, ta routine, tu as ton activité, tu es en place et donc tu t'enlèves en fait une charge mentale, du stress, la peur de ne pas réussir à dégager un revenu et tu vas développer ce business au fur et à mesure. Le gros avantage avec ça, c'est que, bah, plus au fur et à mesure que tu vas le développer et plus il va grossir, il sera encore temps de te poser la question de ce que tu en fais. Il y a des personnes qui sont très bien dans leur activité, qui gardent un side business et quand bien même il est très gros et qui continuent à exploiter les 2 parce qu'ils ont trouvé un bon équilibre. Mais il y a aussi des personnes qui font ça pour totalement quitter leur métro boulot dodo qu'ils n'aiment pas du tout et donc, bah, ils vont attendre d'atteindre le point d'équilibre, hein, le seuil de rentabilité sur leur projet et dès qu'ils vont, arriver au même niveau de salaire ou dépasser ce niveau de salaire avec leur side business, eh bien, ils vont quitter, leur activité principale pour se consacrer à ce side business et l'exploiter encore plus, le développer encore plus. C'est une autre possibilité. Tu entends souvent le terme hustle business. Eh bien, hustle business, ça n'a rien à voir. Un hustle, c'est certes une activité, complémentaire, mais comme son nom l'indique, c'est une activité complémentaire supplémentaire. Tu vas en fait, revendre du temps de travail, du temps de présence contre une autre source de revenus. Donc par exemple, tu as fini ta journée, eh bien tu vas cumuler un autre travail, je ne sais pas moi, dans la restauration, en tant que serveur, en tant que cuisinier, peu importe, mais tu vas vendre ton temps de travail contre une prestation. Donc c'est très bien, ça te permet, également de créer des revenus. Le problème c'est que ça ne va pas être, duplicable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une fois que tu auras fait le tri dans les heures disponibles et que tu vas rallouer ces heures à des heures de travail, bah, ton emploi du temps, il va être, chargé, full et tu ne pourras pas faire mieux, tu ne pourras pas ce qu'on appelle dupliquer ou scaler, hein. Tu entends peut-être parfois ce mot. Eh bien l'idée, c'est plutôt de travailler sur un side business qu'un hustle business. Parce que le side business, il va être fait de manière à plus tu vas avancer, plus tu vas pouvoir en fait, soit le déléguer, soit l'automatiser, soit, le rendre plus efficace et efficient. En tout cas, tu vas pouvoir le faire grossir sans en dégager, beaucoup plus de temps et donc proportionnellement, tu vas gagner beaucoup plus avec toujours le même temps et donc tu ne vas pas, remplir ton planning tout en continuant à faire des petits et en gagnant toujours plus. Donc bien sûr, par rapport à des business, side business pardon, eh bien tu peux avoir des milliers, voire des millions, de possibilités, mais les plus connus sont dans le digital. En fait, une fois que tu vas avoir créé du contenu, que tu vas avoir fait, par exemple un e-book que tu pourras vendre, que tu vas avoir créé un livre, que tu vas mettre sur Amazon KDP, que tu vas créer un module de formation, ça va te demander une charge de travail, de création, de développement et pour le vendre derrière. Mais une fois qu'en fait qu'il est créé, il va pouvoir se vendre à l'infini, même quand tu dors. Et c'est là le principe du side business, c'est que c'est un super principe pour continuer à faire de l'argent sans fournir des efforts surhumains. Et surtout, c'est du coup avec de la pérennité dans le temps. Dans les business physiques, on retrouve également beaucoup de choses, mais dans les side business les plus connus et reconnus, il y a notamment tout ce qui touche à la location, de produits, de prestations, que tu peux retrouver sur plein de petits sites d'annonces type Le Bon Coin. Eh bien, au début, ça va forcément te coûter que d'acheter une machine. Par contre, une fois que tu vas l'avoir achetée, que tu vas avoir mis l'annonce, eh bien, potentiellement, tu vas pouvoir la louer X fois, des dizaines, centaines, milliers de fois en empochant de l'argent et tu n'auras pas changé, en fait, ton produit, ta machine et tu n'auras pas forcément ralloué énormément plus de temps. C'est la magie de la chose. Alors, ça peut être plein d'exemples, mais tu peux très bien avoir acheté un gros château gonflable énorme pour, les enfants, et puis le mettre à disposition quand il y a, des anniversaires, des mariages et cetera. Et donc, voilà, tu vas l'acheter une première fois. Alors après, certes, il faut que tu te déplaces pour l'installer et cetera, mais c'est compris, en fait et une fois que tu as amorti ton bien, bah, tu auras d'autant plus de cash, qui va rentrer et puis il y a des gens d'ailleurs qui louent aussi sans, cette prestation d'installation, qui expliquent avec un mode d'emploi. Ça sera à toi de jauger, ce que tu veux faire. Mais parlons des systèmes de location comme ça.
Tu en as plein, tu en as qui font de la location, de voitures, de petites camionnettes parce que plutôt que d'aller acheter très cher, chez des loueurs, ils vont préférer passer par des particuliers. Tu peux faire, pour les events, mariages et cetera, alors là, il y a énormément de machines possibles, hein, des machines à bulles, des machines de son, des machines à popcorn, des candy bars. Voilà, il y a plein de choses, possibles. Et puis après, toujours dans la location, bah, cherche bien, mais il y a plein de matériel en fait qui sont pas forcément, accessibles, pour tous et qui nous ennuient, mais qu'on n'utilise qu'1 à 2 fois l'année. Ça peut être, un Karcher, pour certains ça peut être, un taille-haie. Voilà, il y a plein de choses à faire je pense autour de ça. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a passionné et que tu es vraiment intéressé pour lancer ton side business. Donc tu as aujourd'hui maintenant les moyens d'enlever tous ces obstacles, hein, ce manque de temps, ce manque d'argent, ce manque de connaissances. Tu sais comment, finalement les franchir, les combattre et on va pouvoir amorcer ensemble ton business. Alors si je t'ai mis, l'eau à la bouche, sache que l'épisode prochain, donc de dimanche prochain, sera consacré à te donner des exemples très concrets. Et oui, si je te parle de side business, c'est parce que moi-même j'ai déjà eu des side business et d'ailleurs j'en pratique encore, quelques-uns qui me permettent d'avoir, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros complémentaires par mois. Donc je vais te donner dans le prochain épisode plusieurs exemples très concrets et donc notamment tu verras plutôt autour de l'achat-revente de produits. Il y a plein de niches qui peuvent t'intéresser et qui vont peut-être te parler parce que tu aimes les produits et donc ça je vais te le présenter, dimanche prochain. Je te remercie vraiment pour ton attention, tes écoutes et ta fidélité. Alors s'il te plaît, prends 2 minutes pour moi. Si tu es sur une plateforme d'écoute audio type Spotify, Apple Podcasts, n'oublie pas de caler un petit commentaire et surtout la note de 5 étoiles. Et puis si tu es, sur YouTube et que tu me regardes en vidéo, s'il te plaît, mets-moi le petit pouce et abonne-toi parce qu'il y a plein de super épisodes qui vont continuer à défiler. Pour rappel, bah, le mercredi, tu as une interview d'une personne qui a vraiment une expertise dans son domaine et qui va te nourrir et te donner une vraie prise de recul. Et puis le dimanche, bah, c'est souvent les petits épisodes de Rien qu'entre nous, soit comme ça pour approfondir un sujet, soit en mode revue lecture. Et puis maintenant, il y a le format aussi une fois par mois, le Rien qu'entre nous, où je t'explique les coulisses de l'aventure du podcast. Donc tu peux, en découvrir un petit peu plus, en backstage. Mille merci pour ta fidélité, je te dis à très vite pour le prochain épisode. Passe une bonne fin de dimanche. Ciao, ciao.